Bon, on devrait être en plein écran en ce moment. Vous avez remarqué que Julie n'est pas avec moi, mais qu'elle est là en esprit. Bien sûr, la présentation du matin, c'est une présentation qui découle d'une étude qu'on a faite ensemble. Donc, quand on fait des présentations, ça nous arrive des fois d'être séparés, mais le contenu est quand même découle de cette recherche-là qu'on a faite en commun, qu'on a menée toutes les deux. À partir de 2018 jusqu'à 2020, on a déposé le rapport enfin en décembre 2020. Vous aurez probablement le lien là, parce que c'est quelque chose qui est disponible. C'est un assez long rapport, mais vous pouvez y aller par chapitre, par thème, donc ça peut être intéressant. Ça porte sur la réussite des étudiants autochtones au collégial et comment en fait on peut les aider, les accompagner dans tout ça, puis comment on peut changer, transformer nos institutions. Bref, voilà, alors je commence. Je prends quand même, peut-être un petit avertissement tout de suite au début, qu'il y a peut-être des éléments qui sont un petit peu inconfortables dans cette présentation, qui émanent plus de l'expérience que je vais vous parler que de celle de Julie. Là. Donc, je prends quand même la responsabilité de ce qui est dit dans le PowerPoint, si jamais vous avez des commentaires ou des questions. Mais essayez de me suivre jusqu'à la fin, vous allez voir qu'on comprend pourquoi quelquefois c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Donc, d'abord, je voulais juste reconnaître que je vis et j'enseigne sur un territoire atikamekw non cédé, qui a longtemps été un lieu de rencontre. On le sait, on est à côté du fleuve. Plusieurs premiers peuples, en fait, se sont réunis. Puis, moi, dans mon collège, je m'engage à lutter pour l'équité. Je suis allochtone. Je suis aussi issue en partie d'une société minoritaire. En fait, j'ai fait un long parcours en Ontario. Donc, j'ai été beaucoup très proche des luttes pour la conservation du français en milieu minoritaire, à la fois aux États-Unis et au Canada français. C'est peut-être ça qui, quelque part, m'a amené aussi à avoir une certaine sensibilité pour la préservation des langues, la revitalisation des langues, c'est tout l'élément aussi de valorisation des langues minoritaires qui sont tellement importantes aujourd'hui. Donc, voilà pour la présentation. Je suis aussi professeure de sociologie au Cégep de Trois-Rivières et j'enseigne à l'université en philosophie. Deux principaux objectifs de la présentation, c'est de reconnaître les défis que rencontrent les étudiants des premiers peuples, savoir comment mieux les accompagner dans leur cheminement et aussi montrer l'importance du rôle de la communauté collégiale dans le parcours des étudiants des premiers peuples. Et aussi montrer que le Cégep est au cœur du changement social. Ça, c'est un élément important. Il faut aussi penser qu'on parle de la prémisse que pour les communautés, pour les nations, l'éducation est centrale. Donc, ça part d'un besoin, finalement, ça part vraiment de quelque chose d'important pour l'épanouissement des nations autochtones. Je vais probablement faire le contexte. En fait, je vais passer très, très vite sur le contexte. Représentation des résultats de recherche, la question du racisme systémique dans nos institutions, la question de la sécurisation culturelle comme clé de réussite des étudiants, et puis la démarche que je fais en ce moment de transfert des connaissances au Cégep de Trois-Rivières. Parce que suite à l'étude, c'était extrêmement important pour moi de mettre ça en pratique. Des rapports, on en a eu beaucoup, et on l'a dit hier dans le colloque, la première journée de colloque, on a eu beaucoup de rapports, on a beaucoup de choses, mais au niveau du terrain, au niveau de l'action, des fois, on a tendance à penser que finalement, on tablette ces rapports-là, qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, pour moi, c'était très important qu'on mette en place quelque chose. Donc, c'est ce que je vais vous parler. Donc, le contexte, vous le connaissez déjà, alors je vais le passer. Je vais vous présenter tout de suite nos résultats. Trois principaux constats. Premièrement, c'est qui étaient les constats de départ à notre recherche. Pourquoi on voulait faire cette recherche-là? Taux de diplomation plus bas. Vivre des obstacles spécifiques au collégial qui ne sont pas nécessairement le propre des autres populations étudiantes. Communauté collégiale a une connaissance limitée des premiers peuples. Et plus on avançait dans notre recherche, plus ça s'est vu vraiment confirmé. Ce qu'on cherchait à faire, c'est de dégager des pistes de solutions visant le bien-être et l'inclusion des étudiants des premiers peuples. Puis, on voulait faire ça aussi par la notion de sécurisation culturelle des milieux d'études pour favoriser à la fois la réussite, mais aussi l'atteinte de leur objectif de vie. Parce que vous allez voir que ce n'est pas juste la diplomation qui est importante, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, la méthodologie qu'on a adoptée, c'est vraiment d'avoir, premièrement, on a fait des entrevues
des groupes de discussion. On a fait de l'observation aussi. Certains professionnels tenaient des carnets de bord aussi d'observation. Et puis, il y a eu 4 cégeps participants, Garneau, Sainte-Foy, Limoilou, Trois-Rivières. On a pu faire ça, on a pu regrouper parce que nos populations autochtones sont quand même assez similaires, c'est-à-dire on avait des communautés qui étaient plus urbaines et des communautés qui vivaient un peu plus loin au nord, dans des communautés qui étaient un peu plus isolées. Alors là, ça nous permettait en fait d'avoir des éléments qui se recoupaient. Chez nous, c'est surtout les Atikamekw qu'on retrouve au collège et les étudiants de la nation Wabanaki, tandis que ce sont surtout des Inuits et des étudiants de la communauté et de la nation Wendat. Le portrait de notre population, c'est plus des femmes que des hommes qui se trouvent dans nos collèges, plus souvent avec un enfant. Ils viennent des communautés, donc directement, donc ils vont déménager. La langue maternelle, c'était l'Atikamekw ou l'Innu en majorité. Et puis, bien, on se retrouve dans des collèges qui sont aussi très blancs, homogènes. Pas beaucoup de diversité, que ce soit de nouveaux arrivants ou minorités visibles. C'est très blanc, nos collèges. Il y a encore moins du personnel autochtone. Les obstacles, en fait, quand on a fait nos entrevues, ce qui est ressorti de nos professionnels et des professeurs, c'est la difficulté au niveau de l'organisation et de la gestion du temps. La difficulté à aller chercher de l'aide et à demander des mesures de soutien. La gêne ou l'hésitation à se mêler aux autres. Les difficultés à comprendre ou à s'exprimer en français. Puis souvent un malaise concernant les présentations orales ou la prise de parole. Alors, ça, c'est ces difficultés-là qui ont été identifiées par les répondants des collèges comme découlant de caractéristiques liées à leur culture. Donc, souvent, même dans certains rapports, on lisait que c'était une mauvaise capacité d'adaptation de la part des étudiants autochtones. Donc, finalement, on mettait la responsabilité de leur réussite sur leur capacité d'adaptation. Ce que la recherche a montré, c'est que c'était davantage un problème d'ordre systémique. Ce n'est pas une mauvaise capacité de nos étudiants. Nos étudiants sont persévérants, ils essayent. Ils ont en fait, ce qui les empêche de réussir, c'est ce contexte-là dans lequel ils sont. Et c'est pour ça qu'on parle en fait de problèmes d'ordre systémique. Et pourquoi je parle de problèmes d'ordre systémique? C'est que, bien, premièrement, la langue maternelle n'est pas reconnue. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, bien, si vous faites un examen en philosophie, vous avez un grand argumentaire à faire, bien, vous avez le même temps que les autres, même si votre langue maternelle, c'est le français. Les défis financiers aussi. Quelquefois, au niveau de l'argent, ce n'est pas toujours facile pour les étudiants. Ils ont des personnes à charge de gérer le budget quand ils arrivent, ils déménagent de la communauté, ils se retrouvent un peu coupés de leur réseau. Gérer le budget, c'est plus compliqué pour eux. Difficultés psychosociales découlant de leur statut. Bien, on oublie trop souvent que la loi sur les Indiens a encore des impacts sur les étudiants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté. Le choc culturel aussi. Donc, quand on arrive des communautés, qu'on arrive en ville, la ville, c'est grand, c'est difficile de se trouver un logement. Ça, c'est sans compter, évidemment, le racisme qui existe. Par exemple, des étudiants atikamekw qui nous ont raconté qu'il fallait qu'ils fassent appeler leur ami qui n'avait pas d'accent pour pouvoir trouver un appartement parce que sinon, magiquement, les appartements disparaissaient, n'étaient plus libres quand on les entendait au téléphone. Donc, le choc culturel de venir en ville, de s'adapter, de savoir où payer ses choses, où trouver les services et aussi le traumatisme. Le fait que ces étudiants-là qui viennent des communautés, souvent, ont souffert d'éléments qui sont très difficiles dans leur vie et ont aussi eu ce qu'on appelle en épigénétique une transmission transgénérationnelle du traumatisme psychologique aussi. Et ça, on commence à en prendre conscience ici. Il faut penser que les étudiants qui sont dans nos classes ont une certaine fragilité. Alors, ça, c'est un autre élément. L'élément aussi du modèle éducatif qui est différent puis qui est assimilateur. C'est un modèle assimilateur. On n'y pense pas, mais les étudiants qui arrivent dans nos institutions se sentent un peu
coincés dans un univers qui n'est pas le leur. Alors, cet élément-là, c'est aussi un élément qui fait obstacle à leur réussite. Puis aussi, bien, on peut penser que dans les communautés, étant donné que les écoles sont sous-financées, les services de santé sont aussi sous-financés, bien, leur secondaire 5 n'est pas nécessairement l'équivalent du secondaire 5 hors communauté, ce qui fait en sorte aussi qu'ils ont encore plus à pédaler pour arriver au même niveau que les autres étudiants. Donc, ça non plus, ce n'est pas de leur faute. C'est un système qui fait en sorte qu'ils ont plus d'efforts à mettre. Et ça, ce n'est pas nécessairement reconnu. Bon, en fait, ce qui m'amène, c'est le Centre Collaboration nationale de la santé autochtone là, qui a fait une grosse étude là-dessus. C'est très intéressant si jamais vous voulez y faire référence. Alors, les cégeps sont des lieux insécurisants. C'est ça une des conclusions. Et voici quelques propos qui ont été recueillis lors des entrevues pour vous montrer un peu ça, les formes de micro-agressions que subissent les étudiants. Donc, professionnels, bon, ils ne sont pas très techno, ils sont plus introvertis, ils sont plus passifs. Donc, on ne fait pas référence, on n'explique pas ces différentes caractéristiques-là par le fait qu'ils ont vécu un système colonial qui les a dénigrés, qui les a mis de côté. Plutôt, on a tendance à caractériser les gens comme étant culturellement comme ça. Donc, pour nous, c'est une forme de racisme qui fait vraiment obstacle à leur réussite. Pour les enseignants, les réserves sont comme des sectes. Elle est tombée enceinte durant la session, on voit bien où sont ses priorités. Donc, nécessairement, il y a un jugement de valeur aussi par rapport au choix de l'étudiante. Les étudiants, bien, on le sait bien, vous autres, c'est le conseil de banque qui paye. Habitez-vous dans des tipis? Est-ce que vous avez l'électricité dans les tipis? Donc, ce genre de commentaires-là qu'on retrouve encore. Maintenant, je ne serais pas prêt à tirer le caillou sur les étudiants. Je trouve encore là qu'on est dans un système, on est dans un système scolaire qui doit être revu, où le contenu doit être revu. Mes étudiants me disent souvent en classe, nous, on a vu toute la partie où c'était les relations entre Français et Autochtones, et puis après ça, après la conquête, oups, là, ils disparaissent. Donc, ce qu'on se souvient des cours qu'on a eus au secondaire ou au primaire, c'est beaucoup la Maison Longue, vous le savez, vous connaissez ce genre de commentaires-là qu'on reçoit. Donc, il y a là quelque chose qui est à faire avec les étudiants aussi. Au niveau des directions, mon étudiant de Port-Neuf aussi, il doit s'adapter. Donc, de ne pas prendre en compte le fait que la situation des étudiants autochtones n'est pas pareille qu'un autre étudiant québécois. Le choc n'est pas le même non plus. Toi, tu ne représentes que ta nation. Nous, le cégep, on est inclusif. Donc, à partir du moment où vous venez d'une nation autochtone, bien, vous êtes circonscrit sur cette nation-là et vous ne représentez pas les Autochtones. Vous ne pouvez pas prendre parole pour les gens en général. Vous êtes pris dans votre rôle. Donc, ça aussi, c'est… Les cégeps sont donc des lieux insécurisants pour les étudiants. Ils ont parlé du sentiment de ne pas être à leur place, de la peur d'être jugés, de la peur de perdre leur culture, de perdre leur langue, des préjugés, des micro-agressions qu'ils subissent. Autre indicateur, on le sait, dans les milieux minorisés n'utilisent pas les ressources. C'est clair, c'est significatif. Ça veut dire simplement qu'il y a un rapport de pouvoir qui s'exerce et qu'il faut renverser ce rapport de pouvoir-là. Il faut vraiment accompagner nos étudiants vers les ressources. Il y a une baisse d'estime de soi, frustration, sentiment d'être incompris, jugé. Donc, toutes des choses qu'on a vues finalement qui s'inscrivaient dans les études qui étaient déjà là, je vais vous le dire, et qui montrent que nos étudiants ne sont pas nécessairement dans des situations optimales pour vraiment réussir. Donc, le rôle de la communauté collégiale, en fait, c'est le constat, c'est que les difficultés viennent en partie de nous. Donc, on mettait beaucoup la responsabilité sur les étudiants, mais je crois qu'on est à l'étape où il faut dire c'est notre responsabilité. Involontairement, on participe à l'insécurité culturelle. En revanche, ce qui est super, c'est le fait qu'on fait aussi partie de la solution. On est une des institutions d'enseignement et on peut former les citoyens de demain. On peut aussi former les professionnels de demain. On enseigne soins infirmiers, techniques policières. On a vraiment un pouvoir incroyable de changer les choses. Donc, comment changer les choses?
nous, c'est vraiment la notion de sécurisation culturelle qui est au cœur même de la recherche. C'est ce que nos étudiants autochtones nous ont dit aussi. C'est là qui, pour eux, est le nerf de la guerre, c'est de se sentir bien dans l'institution. Donc, et ça passe, puis là, j'ai mis des flèches un peu partout, mais j'aurais pu en mettre plein parce qu'en fait, tout ça, c'est un peu interrelié. Mais la seule chose que je vous dirais qui est importante de prime abord, c'est la décolonisation. C'est-à-dire, on n'est pas pour valoriser les cultures, là, mais tant qu'il n'y aura pas une décolonisation, tant qu'il n'y aura pas un travail sur nous-mêmes, un travail sur nos biais inconscients, sur nos préjugés, ben, il n'y aura rien qui va changer. Donc, il faut absolument passer par la décolonisation, c'est central. Donc, la décolonisation, c'est un travail sur nous-mêmes, c'est faire de l'introspection, c'est essayer de voir qu'est-ce que je fais qui peut exclure les étudiants, revoir nos pratiques, reconnaître nos privilèges, reconnaître le rapport de pouvoir qui existe aussi. Hier, on l'a nommé en disant que dans la classe, c'est sûr qu'on est en rapport de pouvoir nécessairement. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Et puis, valoriser la culture. Puis là, j'ai fait une distinction entre valoriser la culture et reconnaître les savoirs autochtones. Ce n'est pas juste de valoriser les savoirs de façon très folklorique, puis c'est beau, c'est cute. Non, les communautés autochtones, les nations autochtones ont des choses à apporter à notre point de vue scientifique. Ce n'est pas juste c'est pas juste la conception scientifique qui est importante, il y a aussi toute l'expérientielle sur le territoire qui est aussi à voir et à inclure dans nos savoirs, comme étant des savoirs qui sont aussi valables. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire passer, je vous dirais, dans les classes, au niveau des contenus. Acquérir et affiner nos connaissances, mieux collaborer, reconnaître l'expérience et les savoirs aussi. Donc, tout ça, fait partie de la sécurisation culturelle. Puis, de reconnaître aussi que le système est bâti pour nous. C'est un système qui avantage les Blancs. Puis, la façon que je conçois ça aussi, c'est que cette idée-là de sécurisation culturelle a un effet cascade, c'est-à-dire qu'elle peut aussi aider tout le monde dans la communauté. Parce que quand on met en place un système plus juste pour tous, c'est un système qui joue pour toutes les minorités. En se formant à reconnaître nos biens inconscients et préjugés, on agit sur notre capacité d'ouverture, puis envers toute forme de diversité. Ça permet aussi d'envisager peut-être un meilleur vivre ensemble au sein des collèges. La sécurisation culturelle dans leur relation, tout le chapitre 6 porte là-dessus, alors je vais aller assez rapidement, là, si vous voulez aller voir un peu qu'est-ce qu'on a comme éléments qui sont ressortis des entrevues qu'on a faites auprès de les étudiants autochtones. Surmonter le malaise, beaucoup de professeurs nous ont parlé que pour eux, c'était difficile de parler de la question. Des collègues qui disaient, bien, moi, je ne me sens pas très bien, je ne connais pas bien ça, fait que j'aime mieux pas en parler. Okay? Donc, tant qu'on ne sortira pas de ça, on ne pourra jamais régler le problème, on ne pourra jamais avancer. Donc, il faut absolument tenter, même si, avec toute humilité, là, de dire, ben, OK, je ne suis pas l'expert, mais je vais en faire un petit peu, puis à chaque année, je vais en rajouter un peu, puis je vais essayer au niveau du contenu ou au niveau même, là, dans ce cas-ci, peut-être plus au niveau de la relation avec l'étudiant, je vais aller le voir, je vais aller lui parler, je vais m'intéresser à lui. Puis, avant de faire ça, je vais peut-être essayer de voir c'est quoi les connaissances qui pourraient m'être utiles pour rentrer en relation avec la personne. Donc, peut-être pas directement lui demander « Es-tu autochtone? » Évidemment, peut-être éviter ça, mais y aller plus quelle école secondaire es-tu allé ou même à la limite de quelle communauté. Je sais que dans nos entrevues qu'on a faites, les organismes autochtones nous disaient que c'était une bonne avenue de parler de la communauté, c'était vraiment un point de départ. Établir une relation de confiance et accompagner aussi. À partir du moment où vous avez une relation de confiance, l'étudiant qui est devant vous, c'est plus le même. Donc, ce qu'on disait, là, ce que les professionnels puis les professeurs disent, ils sont gênés, là, oubliez ça. À partir du moment qu'ils sentent que OK, ils peuvent être en confiance, ils ne sont pas gênés, là. Ils lèvent la main, ils participent, ils sont heureux d'être dans votre classe. Et ça, on l'a vraiment beaucoup expérimenté, entre autres en philosophie, avec une classe où on a regroupé tous les étudiants atikamekw dans la même classe. Donc, ils étaient
8 ou 10 étudiants atikamekw sur une classe de 30. Et puis, beaucoup plus de participation, beaucoup plus de plaisir aussi à l'apprentissage. Puis, je crois que, et là, ça, on n'a malheureusement pas évalué, mais pour les allochtones aussi, c'était intéressant d'avoir des étudiants qui participent puis qui amènent une autre perspective au niveau de la philosophie. Donc, établir une relation de confiance, reconnaître la langue maternelle. La langue, même si l'étudiant est de langue française maternelle, là, son français ne sera pas le même s'il a habité dans la communauté. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que c'est un français un peu métissé et qui est un français aussi valable, mais qui va avoir des constructions un peu de langue, soit atikamekw ou innu, différentes. Et il ne faut surtout pas dévaloriser l'étudiant parce qu'il arrive avec un français qui est différent. Ça, c'est peut-être un élément qu'il va falloir repenser aussi, cet élément-là, parce que dans les politiques du ministère, bien, pour avoir accès à plus de temps à l'épreuve uniforme de français, il faut absolument que tu aies été scolarisé dans la langue autochtone. Et je trouve que là, on fait fausse route. D'avoir été scolarisé dans la communauté, ça serait déjà très, très suffisant. Puis moi, je vous dirais qu'on devrait laisser à tous les étudiants autochtones plus de temps pour l'épreuve uniforme de français et on devrait même élargir la politique à différentes matières aussi au niveau des examens de synthèse, par exemple. Il y a là quelque chose qu'il faut reconnaître au niveau du français. Posséder des connaissances de base évasives, bon, ça j'ai dit pardon, améliorer les relations entre les étudiants autochtones et allochtones. Donc, pas toujours facile dans la classe d'essayer de voir comment on peut pairer nos étudiants ensemble, mais des expériences qui ont été extrêmement valorisantes des deux côtés quand ça s'est fait. Et respecter le rythme. Respecter le rythme, ça c'est super important. Là, je suis allée un peu vite, mais ça prend du temps. La relation, ce n'est pas tout de suite, puis il faut prendre le temps de la faire simplement aussi. Et c'est payant de la faire comme ça. Un autre élément que je n'ai pas mis, c'est la question de l'humour. C'est ressorti beaucoup dans nos entrevues, l'idée d'y aller avec l'humour. Puis si vous connaissez, si vous avez été en contact aussi dans vos classes avec des étudiants autochtones, ils ont toujours sont un peu côté petit pain sans rire un peu, là. Alors, il y a beaucoup à avoir du fun, puis il y a beaucoup à être dans l'informel. Ça, si vous voulez développer une relation de confiance avec les étudiants, l'informel, c'est la clé du succès. Ils se sentent tellement mieux, ils se sentent plus à mesure de participer puis de partager leur expérience. Donc, si vous êtes capable de participer à des activités à l'extérieur des classes, ça va faciliter aussi l'apprentissage en classe. Et c'est très agréable, ça aussi. Excusez, là, j'ai fait la mauvaise flèche. Ah, bien, notre idée de réussite, hein. Nous, on a une idée de réussite que diplômé. Il faut qu'ils réussissent le cours, il faut qu'ils diplôment. Ça, c'est de la réussite. Mais les étudiants autochtones, c'est plus large que ça. C'est aussi se sentir bien, se sentir soutenu, avoir un sentiment de fierté identitaire aussi. Juste avoir un roman dans un cours de français, un roman d'un auteur ou une autrice autochtone, ça fait toute la différence. On l'entend, nos étudiants qui disent « Hey, on a présenté ça dans le cours. » Ça paraît de rien, mais c'est un sentiment d'inclusion, puis un sentiment de fierté aussi. Et ça vient aider. Puis même si l'étudiant, à la fin du cours, réussit pas le cours, bien, il va avoir vécu des expériences positives. Il va s'être senti en confiance. Et tout ça, ça va venir aider au niveau de l'estime de soi. Puis la prochaine fois, bien, ça va bien aller, ça va mieux aller. L'idée, c'est que l'étudiant doit aussi avoir une expérience positive au collège. Ça, il faut sortir un peu de cette idée que, bon, non, il ne diplôme pas, ou bien, il ne diplôme pas, oui, on veut qu'il diplôme, évidemment, mais il ne réussisse pas le cours tout de suite, la première fois, ce n'est pas un échec. Okay? S'ils ont eu une expérience positive, ça va aller mieux dans les autres cours, puis ça va aller mieux dans leur parcours de vie aussi, en général, pour trouver leur voie. Donc, la sécurisation culturelle, c'est une question de justice sociale, en fait. Opérer un changement de vision, faire un travail d'introspection, mettre en place une stratégie institutionnelle, parce qu'on l'a dit hier, ça ne peut pas être juste une personne qui tient le projet à bout de bras, parce que ça ne marche pas. Il faut absolument que tout le monde travaille, que ce soit à la fois les directions, les professionnels, les professeurs, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue finalement.
Il faut mobiliser la communauté collégiale pour justement faire ça. Collaborer en réseau avec les instances autochtones et allochtones aussi, c'est un élément important. Maintenant, je vais vous parler de la présentation du projet de transfert de connaissances qui avait comme objectif d'informer, de sensibiliser, puis de changer les pratiques. Puis le but de tout ça, c'était que les étudiants se sentent plus accueillis pour répondre à leurs besoins aussi, d'être en sécurité dans un contexte sécuritaire. Les stratégies que j'ai utilisées, en fait, c'est surtout les groupes de discussion, formation à l'interne et à l'externe adaptée aux besoins, accompagnement, créer une banque de ressources, travailler en collaboration. Bon. Plus concrètement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la tournée des départements des services où je fais peut-être un exercice, on en a parlé hier, c'est intéressant parce que Widia disait, avant d'avoir Mikana à votre collège, faites une préparation finalement. Bien, intuitivement, c'est ce que j'ai fait. Intuitivement, je suis allée rencontrer parce que ce que je voulais, c'est créer l'ouverture. Donc, cette étape-là, qui était comme une étape de pré-décolonisation ou de décolonisation tout court, c'était pour créer l'ouverture, une curiosité, savoir aussi qu'est-ce qu'il y avait comme obstacle. Et puis je vais vous en parler plus tard, justement, là, de ce qui s'est passé. Et là, je présentais en gros pas tant de contenu, mais bien que je présentais un peu le contenu, pourquoi les étudiants autochtones devaient être vus différemment. Mais puis je présentais les résultats de recherche. Mais après ça, c'était la discussion de comment on peut participer à ça, comment on peut mettre l'épaule à la roue. Puis c'était adapté à chacun des départements ou à chacune des disciplines aussi. Parce que ce n'est pas la même chose en soins infirmiers, qu'est-ce qui peut être fait, que quand tu es conseiller pédagogique ou quand tu travailles directement avec les étudiants. Donc, tournée des départements de services, une étape à faire sans l'implication des communautés. Tu sais, on le dit beaucoup, là, ils sont sollicités. Et je crois que cette étape-là d'ouverture, de décolonisation, on doit la faire. Okay? Parce que c'est une étape aussi où c'est beaucoup d'introspection. Et c'est là qu'on reçoit beaucoup des préjugés et la résistance. Puis, c'est une étape qui est dure, je dois vous dire. J'ai trouvé ça très dur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais j'ai trouvé ça très dur comme étape. Et je me dis, je ne voudrais pas qu'une personne qui vient d'une nation autochtone ait à subir ça. Et je pense que les gens seraient peut-être moins ouverts à justement parler de leur réticence. Puis c'est bon qu'ils parlent de leur réticence parce que quelque part, ça prend un espace pour dire les choses. Ça prend un espace pour dire ce qu'on ne connaît pas, tu sais, pour exprimer ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'encore une fois, je veux vraiment, avant justement passer à cette étape-là sur la résistance, dire que dans toutes les entrevues qu'on a faites, les professionnels et les professeurs voulaient aider les étudiants, comprenaient qu'il y avait un problème, étaient motivés pour le faire, mais ils ne savaient pas comment le faire. C'était ça. Puis on ne peut pas leur en vouloir de ne pas savoir comment le faire. On est dans un contexte où ils n'ont pas eu l'information non plus. Okay? Donc, c'est nouveau pour eux. Alors, il ne faut surtout pas être dans une position de jugement par rapport aux autres. Alors, il fallait avoir cet espace-là où ils puissent nous en parler. Donc, j'ai eu 2 réactions. J'ai eu vraiment de l'enthousiasme, un enthousiasme où les gens disaient « OK, nous, au département, on va mettre en place certaines politiques, on va se voter ça dans le département, puis on va pouvoir aider davantage nos étudiants, on va aller se former, Bon, j'avais tout le côté enthousiasme et j'avais la résistance aussi. Donc, ce qui était difficile pour moi, je dois vous avouer, c'est ce que souvent vivent les gens, parfois c'est plus difficile à voir et à entendre, c'est tout ce qui n'est pas dit. L'absence de prise de conscience fait mal. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est l'absence de prise de conscience, c'est ça qui me faisait le plus mal. C'est d'avoir à expliquer pourquoi les étudiants autochtones vivaient du racisme au sein de nos institutions, puis de justifier ça. Parce que souvent, j'avais la position défensive de « ben non, voyons, moi, je suis gentille avec tout le monde, je suis fin avec tout le monde, j'écoute tout le monde. » Alors, les connaissances limitées, plusieurs degrés, en fait, c'est que vous avez des gens qui connaissent très bien la question, qui sont
qui sont déjà embarqués dans des démarches. Et vous avez des gens qui ne reconnaissent pas du tout qu'il y a un problème, qui disent qu'il n'y a pas question là, qu'il n'y a pas matière là. Une mauvaise compréhension de l'équité aussi. Le concept d'équité est mal compris. On a tendance à penser que si on traite quelqu'un différemment, c'est injuste pour les autres. Donc, la non-reconnaissance de la différence au nom de l'égalité. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup vu. Mauvaise compréhension de la notion d'inclusion. Si tout le monde est accepté, c'est inclusif. Là, tout le monde est accepté. Non, mais c'est parce que ce n'est pas pareil pour les étudiants autochtones d'aller chercher une ressource. Ce n'est pas pareil. C'est pas vécu de la même façon. C'est bien beau de dire que c'est ouvert à tout le monde, mais si implicitement les étudiants ont l'impression qu'ils ont un X dans le dos, qui sont la cible de préjugés, ils ne viendront pas. Donc, ils ne viendront pas chercher de l'aide. Ils vont avoir un centre d'aide, ils ne viendront pas. Donc, la notion d'inclusion aussi est peut-être à mieux comprendre. Puis, pourquoi les Autochtones et pas les autres? Il y a plein d'autres groupes qui sont désavantagés dans la société. Pourquoi on s'occuperait plus des Autochtones que les autres? Donc, non-compréhension à ce niveau-là, qu'on a affaire à des peuples qui cherchent à s'autodéterminer, qui ont le droit de l'autodétermination et à la souveraineté, aussi ils ont vécu un génocide. Moi, je ne parle pas de génocide culturel, je parle d'un génocide tout court. Quand on regarde tout ce qui a été vécu par les nations autochtones et qu'on regarde la définition même des Nations unies, au Canada, on a affaire à un génocide. On ne l'a pas encore reconnu, mais je peux vous garantir que d'ici 10 à 15 ans, on n'aura pas le choix de le reconnaître. Donc là, on a un devoir de réparation. On a vraiment un devoir envers ces peuples-là. Alors, il y a cet élément-là. Il y a aussi l'élément de... Je suis sociologue, donc l'idée de préserver, de conserver, d'avoir des cultures qui sont plus que viables, qui rayonnent aussi. Et ça, je veux dire, en ce moment, on les assimile. C'est carrément un système assimilateur dans lequel on est. Il faut aussi pouvoir aider à ce niveau-là. Une autre cause du racisme, c'est le fait aussi, c'est l'évolution du sens du racisme. C'est l'idée qu'avant ça, le racisme était accepté. On pouvait avoir des commentaires racistes, des commentaires sexistes, ça passait, il n'y a pas de problème. Maintenant, le racisme n'est plus accepté. Si tu es raciste, tu es une mauvaise personne. Donc, le racisme devient plus subtil et donc beaucoup plus difficile à lutter, beaucoup plus difficile à contrecarrer. Et cette idée-là, ça crée une résistance aussi au changement parce que souvent, je dis, en fait, moi j'ai plein de biais inconscients. J'ai beau travailler sur les questions autochtones, j'ai plein de biais inconscients. Je suis née, je suis la construction de ma société. Je ne peux pas me distancier de tous ces préjugés-là, de tous ces biais inconscients-là que j'ai. Quelquefois, dans ma tête, j'ai des commentaires sexistes où je commente la façon que la personne qui prend la parole est habillée. Mais si je ne suis pas consciente que ce que je suis en train de faire, c'est du sexisme, je ne peux pas m'en sortir. Et donc, cette évolution du sens-là, faire en sorte qu'on a de la difficulté à lutter contre nos biais envers les Autochtones parce qu'on se dit, non, moi, je ne suis pas raciste. Ben oui, on est tous racistes. Quelque part, on a tous ces biais inconscients-là. Alors, il faut aussi déconstruire ça. Il faut essayer d'être le plus conscient possible, de prendre conscience de ce que dans la société dans laquelle on est. Mes propres limites aussi. Puis là, Habib, il me reste comme 3 diapos. Je suis correcte dans le temps? Oui, je pense que c'est pas mal là. L'importance d'être patiente, c'est ce que j'ai appris. L'importance de ne pas juger, de toujours être calme et douce et de récupérer les gens, puis tranquillement, ça va se produire, le déclic va se produire. C'est pas une question de personne ou de mauvaise personne. Les biens inconscients sont forts, puis il faut voir ça comme extérieur. Prendre garde à l'épuisement émotionnel. Je dois vous avouer que je suis tombée malade cet été et je pense que c'est un petit peu en lien avec l'appréhension que j'avais de mettre en place tout ce projet-là et toute la responsabilité que je me mettais sur les épaules. Donc, j'ai appris à me fier aussi sur mes alliés. J'ai beaucoup d'alliés un peu partout et d'essayer de vraiment mettre mon énergie avec les gens qui sont enthousiastes comme moi. Donc, j'en ai au cégep des gens qui sont enthousiastes. Alors, je m'appuie sur eux.
voir le changement à long terme. Chacun fait un petit bout, on fait juste des petits bouts, on va bouger, on va faire bouger la grosse roue qui est un collège. Comme vous savez, c'est très bureaucratique, ça ne bouge pas sur une scène. Donc, il faut y aller tranquillement, s'allier avec les personnes enthousiastes. C'est ce que j'ai appris, ça a été mes limites. Du positif, hein, ouverture face aux nouvelles façons de faire. J'en ai vu un travail d'introspection que certains profs ont fait, une bonne participation, la mise en place de comités, des politiques dans les départements. On a fait venir Mikana aussi la semaine prochaine. Il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Une mobilisation de la communauté collégiale, une direction qui m'appuie aussi là-dedans. Une bonne collaboration intra-institutionnelle avec les communautés, les organismes autochtones. Donc, ça, on est très contents. On a notre agente Atikamek, Emma, qui est super, Emma Echaquan. J'ai Cathy Géna, avec qui je travaille aussi, qui travaille de près avec les étudiants autochtones. Donc là, on fait comme le trio. On essaie vraiment de se mettre en équipe. J'ai Julie qui est à l'extérieur, Julie Maréchal, ma collègue, Julie Vaudrin, qui est à Cégep de l'Outaouais, Julie Gauthier, qui est à UNSIC. Donc, tout ça aussi, ça nous permet de réussir à passer à travers parce que c'est documenté. Hein, pour les agents, les personnes autochtones dans les collèges, c'est très difficile pour eux. Et je peux juste me l'imaginer parce que moi, j'ai trouvé ça difficile. Imaginez pour eux, très difficile. Et c'est documenté cet épuisement-là. Il faut faire attention si on veut continuer à faire les transformations. Donc, reconnaître en fait reconnaître le legs de la colonisation et les injustices, puis être dans un mode de réparation et de restitution. Je vous dirais que les étudiants autochtones, c'est des étudiants qui sont persévérants. Ceux qui sont dans nos collèges ont passé à travers plein d'obstacles. C'est ça, c'est des étudiants qui sont courageux. Gardez en tête que c'est les tops qui sont chez nous. C'est vraiment des étudiants qui sont vraiment bien. Puis, en conclusion, on est vecteur de changement des rapports entre Autochtones et Allochtones. On est la clé du succès. Puis, tous les membres du milieu collégial peuvent participer à ce changement-là. Moi, c'est cette note-là que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir et que nos étudiants allochtones sont tellement intéressés par la question. Quand j'en parle dans mes cours, ils adorent ça. Ils adorent parler de ces questions-là. Moi, j'aborde beaucoup l'angle de la discrimination, l'angle justement du racisme, toute l'histoire. Et ils sont indignés. Ils veulent que les choses changent. Donc ça, il y a énormément d'espoir là-dedans. Alors, il y a le lien sur la recherche que je vais vous parler. Puis, je finirai par comment peut-on faire une différence? Est-ce que vous avez des choses qui ont émergé de tout ça, de cette présentation-là de ce matin? Alors voilà, je vous remercie pour votre écoute.